problème. Les étudiants se retrouvent en fait dans une sorte d'injonction, on va dire, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas dite, cette injonction, elle est là, comme ça, parce qu'on est à Marrakech, et qu'il n'y a pas d'école, et qu'il y a un noyau quand même d'acteurs, d'acteurs formés qui sont là, mais c'est très, très difficile pour eux de travailler avec des acteurs professionnels, des acteurs formés, des gens avec qui la réflexion dès l'origine du projet, dès le scénario, peut être menée. Ça induit pas mal de choses sur l'écriture même cinématographique. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent, ou sinon on les incite à avoir une approche presque documentaire, ou de travailler avec des noms d'acteurs qui vont, parce qu'ils sont le personnage, pouvoir incarner un personnage. Et j'ai discuté dernièrement avec un ancien étudiant qui, après son master ici, est parti en France et a poursuivi un autre master, etc. Et m'a dit vraiment la chose que j'ai en plus en travaillant en France, c'est que j'ai des acteurs formés et que j'arrive à travailler avec eux de manière comme un musicien travaille avec son instrument, dans le détail de la respiration, dans le détail du silence, et on arrive à travailler ensemble de cette manière. Voilà. Donc c'est un peu l'origine de ce désir de vous réunir et de réunir donc nos invités pour avoir cette discussion. Merci Vincent, merci pour cette invitation à cette fête qui est la fête du cinéma. Et puisque c'est une fête, peut-être c'est un appel à ce que Walter Benjamin appelle le pessimisme actif. Pourquoi je parle de pessimisme actif? Parce que je vais essayer de répondre à ta question pour ne pas s'étaler, c'est tellement large, tellement complexe mais je vais essayer de parler de quelque chose qui me paraît fondamental, c'est-à-dire comment est-ce que dans une école de formation d'acteurs et d'actrices, et aussi des animateurs culturels et des scénographes, on peut allier à la fois l'exigence, la rigueur, la discipline, dans un contexte qui est malheureusement géré parfois par l'arbitraire, par le chaos et par l'absurde. Ça, c'est une grande question qui se pose à nous. Alors, par rapport, et pour répondre à ta question, il est vrai que dans le département interprétation, les jeunes sont formés essentiellement pour être des acteurs de théâtre. Mais tous les directeurs de l'ISADAC étaient conscients qu'il y a un manque au niveau de la formation. C'est pour cela qu'on a fait appel à des personnes qui sont expérimentées dans le domaine. J'ai à mes côtés notre ami Daniel, qui a collaboré pendant une longue période avec l'ISADAC. Il y a d'autres directeurs de casting, d'autres réalisateurs qui ont travaillé avec les étudiants du département d'interprétation sur le module jeu devant la caméra, par exemple. On a d'autres projets, et c'est là où j'aimerais m'inscrire, puisque nous sommes face à de nouveaux défis, avec le développement incroyable, incessant et extrêmement rapide des nouvelles technologies. La formation doit suivre. Comment? À travers la formation continue des propres enseignants, du corps professoral de l'ISADAC. 2, à travers des accords de partenariat tels que celui qu'on peut avoir avec, soit avec l'ISMAC par exemple, que mon ami Daniel connaît très bien, ou aussi avec l'ESAV. De fait, nous avons 2 projets dans ce sens, entre l'ISADAC et l'ISAV, qui va permettre aux étudiants de l'ISADAC de travailler à la fois avec des directeurs de casting, mais en même temps avec des réalisateurs. Ça, je pense que c'est une très belle ouverture. Donc, voilà très
brièvement, je pourrais m'étaler davantage, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou non. Oui, non, je pense que c'est bien que justement on puisse ouvrir la discussion comme ça, de manière à ce qu'ensuite on puisse rapidement en fait débattre et avancer dans le travail. Donc pour moi c'est très bien, ça pose les choses. Il y a quand même un des points importants quand même que je voudrais souligner, c'est que d'après mes informations, beaucoup des lauréats de l'ISADAC travaillent à la télé. C'est une des ressources, des sources de travail, de financement. Ils se marient, ils ont des enfants, et il faut qu'ils payent leur loyer, et ils travaillent à la télé, ou aussi ils ont besoin d'être à la télé parce que c'est là qu'ils sont vus. Quand j'en parlais hier avec Abdelrahman Tazi, un film, s'il fait 25 000, 50 000 entrées, c'est un succès. À la télé, un passage, c'est 7 millions de spectateurs. Donc ça, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est important. Dans la gestion aussi de leur petite entreprise d'acteurs individuels, ils ont besoin de ça. Et donc, en même temps, il y a ce clivage formation théâtre et pratique télévision. Comment on gère ça? Malheureusement, le théâtre ne permet pas de vivre dignement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est tout à fait légitime, normal, que des lauréats de l'ISADAC s'orientent vers la télévision, s'orientent vers le cinéma. Et c'est peut-être aussi une façon je ne sais pas comment l'expliquer, c'est très difficile. Je ne pourrais pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Mais je sais qu'il y a toujours ce besoin. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu notre ami Driss Roch qui a commencé à écrire des pages et des pages sur Facebook, sur sa page, sur le théâtre. Et quand on l'a invité une fois à l'ISADAC, le premier conseil qu'il a donné aux acteurs, c'est de leur dire, vous savez, au fond, la vraie formation, c'est le théâtre. Ça ne veut pas dire que le cinéma n'est pas une ouverture, ça ne veut pas dire que la télévision n'est pas une ouverture, mais c'est au théâtre où on mesure, alors ça peut soulever peut-être des questions, ça peut soulever un débat, mais c'est au théâtre où ce rapport au vivant, le théâtre c'est ça. Le théâtre, c'est ça. C'est cette relation, cette relation symbiotique, de corps à corps. C'est cette relation aux autres qui est directe, qui ne passe par aucun filtre, qui fait que l'acteur se remet tout le temps, en permanence, en question. Et ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas établir une hiérarchie de valeurs. Ça serait complètement absurde. Mais je veux dire par là que la bonne formation théâtrale permet à l'acteur d'être outillé, parce qu'en fin de compte, on parle de quoi? On parle de maîtrise de technique. L'art, c'est ça. La définition très rapide et très simple de l'art, c'est ça. C'est la maîtrise d'une technique avec l'imaginaire, avec le rêve. C'est super, moi je pense que c'est le bon moment de passer la parole à Daniel. Mais je suis complètement d'accord avec vous, parce que dans toutes mes années de metteur en scène et tout ça, je n'ai travaillé qu'avec des gens qui avaient une formation d'acteur. Mais la grande différence entre le théâtre et le cinéma, elle arrive au moment de l'interprétation, parce que la caméra voit tout. Et que la caméra ne peut pas, on a beau faire des belles images, on a beau faire un son parfait, si l'œil est vide, si l'œil n'est pas présent, c'est fini. Au théâtre, on se repose beaucoup sur le corps, on se repose beaucoup sur un dialogue avec le corps. Mais tant que les subtilités, les sous-textes, l'intelligence du texte et du personnage. Alors il y a une femme américaine extraordinaire dont je poursuis avec bonheur l'enseignement qui s'appelait Uta Hagen. Et Uta Hagen avait fait une différence entre le jeu représentationnel et le jeu présentationnel. Le jeu représentationnel étant imiter la vie.
Et malheureusement, c'est ce qu'on voit à travers toutes nos séries de Ramadan, Hollywood. Et puis, et mes élèves le savent parce qu'à chaque fois qu'ils jouent un peu trop bien, toi c'est Ramadan. Voilà. Mais le jeu présentationnel, c'est le jeu où un acteur va chercher à recréer la vie de son personnage. Et par conséquent, sa présence intérieure va être là tout le temps. Et ça, c'est beaucoup plus facile à atteindre pour des acteurs qui ont déjà une formation de base, une formation d'acteur de théâtre, mais ils ont besoin après de passer à ce niveau-là pour satisfaire la caméra. De mes 28 ans au Canada, je n'ai gardé avec plaisir qu'un grand verbe, acter. Je ne supporte pas jouer la comédie quand il s'agit du cinéma et tout ça. De jouer la comédie, c'est justement tomber dans le représentationnel. Alors que acter, c'est vraiment commettre des actions dramatiques que la télévision, que la caméra va sentir, va voir et va... Donc il y a un travail... Alors, en ce qui concerne la relation entre les metteurs en scène et les acteurs, il y a trop de metteurs en scène qui n'ont pas assez d'amour et de respect pour les acteurs. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs qui n'ont pas assez conscience de la responsabilité du travail du metteur en scène. Donc, dans ma pratique, dans mon studio, je fais travailler les acteurs et les metteurs en scène. Et quand je viens chez toi avec bonheur, tes élèves en réalisation, je les force à acter. Je les force à acter parce qu'il faut qu'ils comprennent que s'ils reçoivent une note et qu'ils ne la comprennent pas, c'est que le metteur en scène n'a pas su s'exprimer. Donc il faut cet échange permanent. Moi, les acteurs, je les adore. Ils ont été mon bonheur pendant mes 60 ans de métier. Mais il faut aller les chercher, il faut leur donner, il faut savoir les atteindre, il faut savoir... Voilà. Alors, c'est merveilleux que vous formiez... moi, j'ai adoré aller travailler à l'ISADAP, mais j'ai été étonnée d'arriver en 4e année. En 2011, je suis arrivée en 4e année et j'étais leur première classe devant la caméra. Alors que justement, ils vont à la télévision, ils vont dans tout ça. Alors, voilà. Les scénaristes, c'est pareil. J'ai fait des ateliers pour mes petits talents avec des scénaristes et je les ai obligés à mettre en scène une scène de ce qu'ils étaient en train d'écrire de façon à ce qu'ils s'aperçoivent tout ce qu'un acteur pouvait leur apporter et qu'ils n'avaient pas besoin de dire verbalement parce que par la caméra, ils pouvaient le dire en jeu, en intention, en sous-texte et arrêter d'avoir ces verbiages là. Excusez-moi, mais j'appelle ça les diarrhées verbales qu'on trouve souvent. Voilà. Alors voilà. Donc, mais c'est merveilleux d'en être rendu là à un point où on peut avoir ce genre de rencontre et où on peut faire une symbiose entre tous nos parcours pour arriver à apporter quelque chose à la prochaine promotion. Oui, Mona, toi qui as cette double expérience, et aussi un recul par rapport à ces deux pratiques sur le territoire marocain. Et puis aussi, j'aimerais que tu nous parles justement de ta relation au réalisateur. Comment ça se passe? C'est aussi bien au théâtre que au cinéma. Alors bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous mon expérience et de débattre autour de ce sujet qui me tient à cœur aussi. Parce que c'est vrai, je disais hier à Vincent qu'on donne très rarement l'occasion à l'acteur de s'exprimer au Maroc et justement de débattre de ses problèmes. Donc moi je viens d'une formation de théâtre, j'ai pas fait l'ISADAP, mais j'étais formée au théâtre avec Feuad Basbaï. Donc à l'époque, il avait un atelier de formation d'art dramatique. J'ai suivi des cours pendant 2 ans. Et après, je me suis retrouvée castée par Abdelkader Makta pour mon premier film, Amour à Casablanca. Donc j'ai tout de suite joué au cinéma. Et je rejoins notre chère Danielle Suissa dans ce qu'elle dit, qu'effectivement, il y a une différence entre jouer au théâtre et jouer devant la caméra. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'art, c'est que la maîtrise de la technique. Justement, non. Il y a aussi la maîtrise de la technique, surtout pour un comédien, mais il y a autre chose. Je pense qu'il y a un don, d'abord, il y a une vocation. Et ça aussi, ça me pousse à dire que, finalement, la formation, oui. D'ailleurs, pour moi, un acteur devrait être en formation continue. C'est un perpétuel recommencement. Parce que devant chaque nouvelle expérience, un acteur doit refaire, doit
refaire à zéro, je dirais. Mais en même temps, c'est une formation, mais en même temps, c'est un don. Parce qu'il y a des réalisateurs qui choisissent des acteurs qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais eu ni formation, ni joué où que ce soit, et qui leur donnent des premiers rôles et qui réussissent dans ce qu'ils font. C'est dans l'Actor Studio, par exemple, on vous donne une formation d'acting qui vous pousse après à savoir jouer, même au cinéma. Quand on joue au théâtre, c'est plus le corps, c'est plus l'expression corporelle, etc. Alors que le cinéma, c'est plus subtil, c'est vraiment l'émotion intérieure. Il faut que les acteurs réalisent qu'ils sont des techniciens. Et ils sont des artistes, mais ils sont des techniciens. Et ils doivent avoir une possession complète de leur technique, de leur métier. Mais au cinéma, il faut aussi qu'ils aient une connaissance de la technique du cinéma. Il faut qu'ils aient une connaissance de leur rapport avec la caméra. Il faut qu'ils aient une connaissance de leur rapport avec le son et qu'ils agissent comme des techniciens. Merci. Pareil, Soumeya, c'est un peu la même question, mais c'est une manière aussi de partager des expériences et de croiser justement ces expériences. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Mon parcours à moi, mon premier amour, c'était la danse. Donc j'ai joint l'école de perfectionnement des professionnels du spectacle. Et c'est là où j'ai découvert aussi le acting. Parce qu'on passait, on faisait des techniques de tout, de la danse, de chant, de jeu. Et après ça, la danse c'est un métier ingrat, ça a fini très tôt. Donc je suis passée vers l'acting. La technique, c'est très important. Donc j'ai fait l'école de Loft Studio, qui est Sensory Work. Je ne sais pas, Lisa, Daniel, si tu connais. Le Sensory Work de Peggy Fury et Bill Trailer. Après, en allant à Los Angeles, j'ai eu, en parlant de directeur de casting et tout ça, j'ai eu un agent. Et je me suis sentie protégée dans le sens où je ne devais pas parler de contrat avec une maison de production ou un casting director pour lui dire si tu me donnes 1000 dirhams, je vais travailler avec toi. Pour moi, c'était même presque humiliant d'avoir à faire ça. On ne vend pas son art. Donc on a quelqu'un qui nous protège dans ce sens-là. En revenant au Maroc, ce n'est pas le cas. Comment est-ce que je vais discuter avec cette personne en lui disant je vaux ça, je vais jouer ce rôle de méchante ou de gentille et que vous allez me dire ah mais c'est parfait, c'est le prix que je veux. Merci Soumeya, vraiment cette question est très importante et permet de faire justement vraiment le lien avec la suite de la discussion sur justement la question de qu'est-ce que vend un acteur en fait, c'est ça. Alors on a entendu technique, oui. Mais derrière, expérience. Derrière c'est l'expérience, c'est la formation, l'expérience. Et aussi, comme par exemple, on donne un exemple de la plus grande industrie du cinéma, c'est les États-Unis, on dit le box office, c'est-à-dire que si Johnny Depp est dans un film, on a le budget de ce film qui est plus grand, les gens vont aller voir Johnny Depp. Donc, et c'est peut-être aussi d'une façon de dire c'est ça le mérite d'un acteur, comment on emploie un acteur. Au Maroc, on peut avoir ça aussi, bien sûr. Mais on a ça, je pense, au Maroc. Oui. Il y a aujourd'hui des acteurs plus bankable, entre guillemets, que d'autres. Mais c'est vrai qu'après, la question de comment on construit un film, je pense pas... Voilà, le système, on le connaît au Maroc. On sait que 90%, ou si je peut-être plus, des films sont faits avec de l'argent public. Donc on n'est pas dans... Bien sûr, la question du marché est importante, mais ça joue à un autre niveau. On ne peut pas dire que tel acteur va faire que le film va se monter ou pas. Alors que dans beaucoup d'industries... voilà, dans les industries, l'acteur a une force de négociation importante. Absolument, oui. Et donc, pour moi aussi, ce que j'ai découvert au Maroc, c'est que nous avons des directeurs de casting, mais souvent, c'est des premiers assistants
qui travaillent avec la production, avec le réalisateur, et c'est eux qui choisissent les acteurs qu'ils veulent qui présentent au réalisateur. Il n'y a pas de vraiment comme par exemple Juliette qui a une compagnie, qui a un bureau et qui fait ce métier-là avec plusieurs productions, maisons de production, pas seulement un seul, elle ne fait pas, Juliette, si je me trompe, tu n'as jamais fait de première assistanat? Non. Tu es casting, directrice de casting, absolument. Et ça à voir. Oui. Donc voilà. Pour moi, j'espère que j'ai été un peu claire. Oui, non, c'est tout à fait clair. Vraiment, merci beaucoup, Soumaya. C'est tout à fait un témoignage intéressant et qui ajoute, je dirais, sur le chemin de la discussion. Donc, Malek. Depuis je peux dire, si je ne dis pas de bêtises, le 5e siècle, il y avait le théâtre, tout simplement, mais au Maroc, c'est un nouveau, comment dirais-je, c'est une nouvelle expérience, et quand on vient ici, c'est vrai, on est désemparé tout simplement parce que c'est pas la même chose que quand en France, c'est tout à fait normal, c'est bien structuré et tout, mais c'est très important aussi d'explorer, comme j'ai dit, ici, et d'avoir d'autres expériences, tout simplement. Parler de ça parce que pour un comédien qui était, je dis bien comme Soumia, formé en France et venir ici aussi, il y a aussi des très bons comédiens au Maroc qui sont formés au Maroc aussi, mais on est là aussi pour apprendre. Moi je dis, je suis en permanent apprentissage, c'est pour échanger avec les gens, rencontrer, c'est des rencontres qui me nourrissent. C'est des rencontres qui me nourrissent moi personnellement, parce que ça me donne la chance d'évoluer et d'aller de l'avant. Et puis, je veux revenir sur une note, sur quand on parle du comédien qui est là, parce qu'en France, il y a un agent, celui qui va se démerder pour avoir des trucs, c'est pas à toi de te casser la tête pour aller chercher tel et tel truc. Là, on est acteur, on est à la recherche, toujours quand on finit un travail, on est toujours à la recherche d'un travail, tout simplement. C'est toi qui démarche, c'est toi qui vas faire de la communication, tu fais du marketing pour toi-même. Et on n'est pas formé pour ça en plus, parce que il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas cet outil de démarchage et de communication et de marketing. Et en plus, c'est toi qui vas négocier. Et ça, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est de l'arnaque totale. Ok. Pire, des fois, il faut que tu fasses ton recouvrement. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est très, 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 très dur aussi. C'est pour négocier. Et toujours, il y a toujours le mot qui vient toujours. No budget. Ciao, man. Tu vas nous aider. Mais tu as un budget. C'est vrai qu'au Maroc, il n'y a pas, je le redis, il n'y a pas des producteurs. Il n'y a que des producteurs exécutifs. À part quelques-uns, peut-être quelques-uns. Mais c'est l'argent de l'État, tout simplement. Je peux comprendre. Mais je pars du principe, parce que je ne veux pas nous vanter, nous les comédiens, parce que c'est l'image, c'est nous qui sommes sur l'image. C'est nous qui sommes là. On peut dire, c'est vrai qu'il y a une équipe technique, il y a le réalisateur bien sûr qui a sa conception, il n'y a pas de problème, celui qui tient les rênes, il n'y a pas de problème. Mais moi je pars du principe que un scénario est écrit en mots et le comédien l'écrit avec ses émotions. Il y a un comédien qui est un profond, ne ment jamais dans ses émotions tout simplement. Voilà. Et comme on dit aussi, je peux parler un petit peu parce que de la relation entre l'acteur et le réalisateur. C'est très important d'être en symbiose, tout simplement. Il y a un acteur n'est jamais tout seul dans un truc. Il y a toujours c'est un travail d'équipe. Jamais il est tout seul. Il ne faut pas se tirer de la couverture pour lui. C'est un travail d'équipe, tout simplement. Si le travail réussit, c'est grâce aux techniciens, premièrement, voilà, et puis grâce à ses partenaires, parce qu'on a toujours besoin de l'autre, même si qui est là n'a pas de dialogue, mais besoin de son soutien, de son regard. J'ai besoin qu'il soit présent, de sa présence.
Et ça, c'est très très important, tout simplement. Et puis, c'est très important aussi qu'un acteur, un comédien se diversifie, explore les trois genres, cinéma, théâtre et télé, parce que ça lui donne la possibilité aussi de se former, de se nourrir, tout ça. Et moi, je pars du principe, c'est moi qui le dis, on ne joue pas un rôle, on le vit, tout simplement. On se l'approprie, tout simplement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais te passer la parole, Juliette, avec une question par rapport à tout ce que j'ai entendu. J'improvise moi aussi dans cette discussion. En fait, parce que j'entends cette question, et notamment je rebondis là sur ce que vient de dire Malek, c'est sur la question de l'équipe. On parle, et ça nous on insiste beaucoup à l'école sur des fois des terminologies parce que ça porte du sens et c'est profond. Donc par exemple on interdit le mot, on ne dit pas les filières techniques, on dit les filières instrumentales, comme des musiciens qui jouent. Et les gens à l'image, au son, sont des collaborateurs artistiques. Et le travail est un travail collectif, en effet. Donc, ma question, c'est ça. Est-ce qu'un directeur de casting est un collaborateur artistique? Bonjour à tout le monde, bienvenue et merci Vincent pour l'invitation au Maghreb. Ça parle de beaucoup de choses parce qu'on est parti, on a parlé de la formation, de la technique, jusqu'au moment comment on se vend et comment on récupère son argent. Donc, oui, il y a des directeurs de casting, on est là pour vous vendre, on est là pour vous proposer. Est-ce qu'on fait partie alors, d'abord, pour moi, tous les acteurs ne font pas tous la même chose. Il y a des acteurs qui ont vraiment une vie qui va être au théâtre. Parce qu'il y a vraiment des acteurs qu'on voit. Il y a des acteurs qui ont le don pour l'image. Donc on parle, tout le monde ne peut pas tout faire, déjà. Donc dans ce qu'on racontait, c'est différents voyages de la vie. Pour moi, l'instrument du corps est très important pour l'image, Daniel. Après, ça dépend de la langue dans laquelle on joue. Il y a tellement de choses, là on a parlé de beaucoup de choses. Les comédiens français, par exemple, ont énormément de mal à sortir de la langue de Molière et d'impliquer le corps dans la caméra. Donc on parle de beaucoup de choses. Alors, les directeurs de casting, je trouve que ce serait vraiment important qu'il y en ait au Maroc, parce qu'ils peuvent avoir une espèce de fonction d'agent, parce que dans des pays de l'Est, en Pologne, en Russie, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de pays, il y a souvent des castings agents. Bon, mais après, ça dépend de l'industrie. Okay. Donc, on peut, je ne sais plus exactement ce que tu demandais, si est-ce qu'on fait partie de... Oui, bah, c'est-à-dire que de toute façon, c'est un collectif. On ne fait pas un acteur. Pour moi, aujourd'hui, les nouvelles stars de l'image, ce sont ni les acteurs, ni les producteurs, ce sont ce qu'on appelle les showrunners. C'est les gens qui écrivent. Donc, pour la télé. Mais la télé ne veut plus rien dire aujourd'hui. Il n'y a plus de frontières. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de frontières entre la télévision, le cinéma et le théâtre, dans le sens où, bien sûr, que la scène, c'est tout à fait un autre travail. C'est comme quand tu es chef cuisinier et que tu fais un truc de télé-réalité ou que tu fais la cuisine chez toi. Pour moi, aujourd'hui, avec les nouveaux médias, les acteurs, oui, sont aujourd'hui leur propre... ils ont besoin d'exposure, ils ont besoin de visibilité. Les agents ne trouvent pas tant de travail que ça aux acteurs, même en France. Hein. Je crois que les acteurs marocains, si vous voulez travailler, alors il y a deux choses aussi. Il y a différents types de projets. Il y a des auteurs, comme va être Talha Hadid, qui sont des artistes, qui font de l'artisanat, et qui vont aller chercher un acteur qui va faire un film qui ils n'ont aucune formation, mais souvent, qu'est-ce que va faire une actrice comme Maria Schneider après le dernier temps? Qu'est-ce que font des acteurs qui vont faire un film, qui vont être complètement révélés parce qu'ils vont être dans l'imaginaire et du metteur en scène, mais après, ils vont être perdus parce que c'est pas leur métier. Parce que être acteur, c'est un métier. C'est un métier. C'est absolument un métier. Et ce sont des instruments. Et le corps est un instrument. Comme quand on est violoniste,
ou qu'on joue de la contrebasse, il faut toute l'année travailler son instrument. Et en effet, pour que des metteurs en scène arrivent aujourd'hui, il n'y a plus de temps pour préparer quoi que ce soit, vous arrivez que ce soit une telenovela marocaine, un truc, un sitcom, un truc, il faut pouvoir vous baisser votre volume, monter votre volume et savoir vous être prêt. Il y a très peu de temps de préparation. Donc il y a différentes techniques, il y a différentes formations de l'acteur, la respiration qui est quand même finalement, et après différents types d'instruments et différentes formations. Et je pense qu'il y a une très grande culture dans le monde arabe aussi de l'acteur. Mais moi, quand j'ai fait des castings au Maroc, ça a été très très compliqué parce que je ne sais pas où les trouver. Ça, c'est un autre dossier. Alors que vous êtes beaucoup. Pas tellement que ça. C'est vrai? Ouais. Voilà. Mais je reviens vraiment bien sur ce truc entre rencontrer un metteur en scène et de pouvoir le rencontrer, s'asseoir avec lui, et tout d'un coup être casté pour Homeland, pour un film qui va tourner, et où on vous envoie une vidéo par Internet, et les Américains ou les Anglo-Saxons, ils ne cherchent pas du tout la personnalité, ils cherchent le character, ils cherchent l'acteur, enfin le personnage. Donc, moi, en Europe ou en France, on fait des castings, on fait rencontrer, on parle de la personnalité, on dit, mais il a fait ça, il joue dans ça, tu l'as vu là, il a telle émotion. Les Américains, les Anglo-Saxons, les Canadiens, ce qu'ils veulent, c'est la performance et c'est tout. Donc, il y a aussi toute une savoir comment se mettre soi-même en scène selon le projet qu'on veut atteindre. Et c'est tout à fait différent d'aller rencontrer un metteur en scène, de passer une audition pour un rôle, que de tout d'un coup se mettre ce qu'on appelle aujourd'hui le self-tape, qui est un truc que vous devez tous savoir qui existe, où on reçoit un texte, on ne sait même pas de quoi on parle, parce que ça c'est toute la question dont on parlait, c'est aussi parler du personnage qu'on va interpréter, sans savoir rien sur le projet. Ça c'est aussi toute une autre... voilà. Et donc, on va vous envoyer une ligne ou 4 répliques. Vous ne savez pas, vous savez que c'est un film de guerre, vous savez que c'est un film d'époque, vous savez que c'est contemporain. Donc il y a aussi tout ça. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de rencontres avec les metteurs en scène. Aussi. J'espère que ce que je vais dire, c'est pour inciter quelqu'un à le faire et non pas pour me vanter. Quand je suis arrivée au Canada en 1971, avec un superbe projet d'Anaïs Nin avec Jeanne Moreau, on a été refoulés parce que les Québécois avaient peur qu'on vienne les envahir. Mais j'ai eu la même situation. Je ne savais pas où trouver les acteurs et où trouver les partenaires pour prouver au gouvernement canadien qu'on allait faire travailler des Canadiens. Et quand le projet, qui avait son argent, qui avait la Warner derrière et tout, mais il voulait absolument avoir le gouvernement canadien qui venait de créer son fonds. Quand tout ça est tombé à l'eau et que j'ai décidé de rester encore un peu au Canada, j'ai décidé que j'allais ouvrir une agence. Parce que c'était pas possible de ne pas savoir où étaient les talents. Et moi, j'avais été représentée en France par Gérard Lepovici, aux États-Unis par ICM. Je savais très bien ce qu'il fallait attendre qu'un acteur attendait d'une agence et ce qu'une agence devait faire pour un acteur. J'ai choisi les 14 comédiens qui travaillaient le plus à la télévision canadienne. Je suis allée les rencontrer, je dis, est-ce que vous aimeriez être représentés? Oh là là, oui, on en a marre de discuter nous-mêmes, on en a marre, là, là, là. Et en moins d'un an, l'agence était montée, je prenais 10% du travail de ces gens-là, et je vivais très bien avec moi et une secrétaire. Mais le jour où, finalement, ma carrière de metteur en scène a démarré, et j'ai voulu passer l'agence à quelqu'un, j'ai trouvé personne. J'ai mis la clé sous la porte, j'ai bu du champagne avec mes clients, je leur ai rempli leur dossier, et l'agence a été fermée. Mais pourquoi il n'y en a pas un de vous? Parce que moi, je suis plus assez jeune. Au Maroc, toi, qui l'as si bien parlé tout à l'heure, vas-y, fais-la l'agence, on en a besoin. Il y a aussi un refus, c'est-à-dire qu'il faut communiquer, il faut communiquer avec les productions et les réalisateurs qui seront d'accord pour discuter avec cet agent qui va leur montrer le dossier qu'ils ont et vendre ces comédiens en disant bah oui, elle est capable de faire ça. Mais j'ai eu le même problème à Montréal. Mais comment on travaille avec ces gens-là depuis toujours? On n'a pas besoin de vous.
Oui, mais il y a un refus en fait des maisons de production de discuter avec un agent. Et après, tu vas dans la maison de production et tu leur dis, moi j'ai besoin de libérer mon comédien pour 3 jours pour faire un autre film en plus de votre série, et tu lui dis, mais attendez, si vous faites ça, ça et ça, tu leur refais leur plan de travail et ils commencent à te respecter. Non, désolé, parce que ça ne sera jamais fait, parce que premièrement, on n'a pas beaucoup de production pour faire ça, parce qu'il y a des comédiens, on n'a pas une industrie cinématographique au Maroc, il n'y a rien pour l'instant, on est en voie de développement, et tant mieux. Mais pour faire ça, personne n'acceptera ça, tout simplement parce que des gens avant, ils ont essayé de faire ça, et bien ça n'a pas marché, le projet est tombé à l'eau, parce que dire que c'est mon agent qui va négocier pour moi, mais tu te prends pour qui pour que ton agent, toi, machin. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça. Je voudrais rebondir sur ce que dit Malik. On va essayer d'organiser la parole. D'abord, comme ça, on va avancer. Je vais juste rebondir, s'il te plaît, Vincent, sur ce que dit Malik, parce que c'est très important. Jamais n'est pas français. Donc les choses peuvent se faire aujourd'hui. Et là, nous sommes en train d'essayer de construire justement. Il faudrait changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, il faudrait d'abord s'unir. Moi, j'ai posé la question dernièrement au directeur du centre cinématographique. J'ai dit pourquoi il y a toutes les chambres, des techniciens, des producteurs, des réalisateurs, et il n'y a pas pour les acteurs. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de barème pour les acteurs. Il n'y a rien qui justement, pour... Alors, il m'a dit tout simplement parce que les acteurs ne sont pas demandeurs. Ils ne viennent pas pour discuter, pour demander leurs droits. Et là, le jour où on comprendra qu'il faudra s'unir et justement parler d'une seule voix, il faut imposer les choses. On est arrivé aujourd'hui où il faut que les acteurs s'imposent et qu'ils imposent leur point de vue et justement leur droit. Et un droit ne se donne pas, il s'arrache. On va ouvrir la discussion, comme ça, parce que on y est déjà. Donc voilà, et on a la chance d'avoir 2 réalisateurs avec nous. Donc c'est bien de passer la parole à des réalisateurs maintenant par rapport à leur confrontation justement à la fois aux acteurs, mais aussi à cette question du marché des acteurs. J'ai quelques réponses par rapport d'abord aux producteurs. Vous savez, quand le cinéma a commencé, il n'y avait pas de maison de production, il n'y avait pas de producteurs. C'était les artistes, les réalisateurs qui faisaient des films. Ensuite, on a créé le fonds d'aide. Et à ce moment-là, il fallait être constitué en société. Donc, nous sommes des producteurs par obligation, en quelque sorte. Mais dire qu'il n'y a pas de producteurs actuellement, je ne suis pas d'accord, parce qu'on voit même dans les 25 films qui se font chaque année, il y a au moins 4 ou 5 qui sont autoproduits. Ça, c'est une autre parenthèse pour parler de la qualité de ces produits. Mais en tout cas, quand on est dans une industrie, la valeur existe de l'acteur, et on a même des films où l'acteur participe par son travail à une production. Ici, c'est exclu. Et c'est pour ça qu'on dit « aouna », aidez-nous. D'accord? Il n'y a pas ce concept... Comment? Non, non, on généralise pas. Il y a toujours des exceptions. Donc je travaille avec des gens qui sont comme ça. Mais la valeur d'un acteur, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé en 1974. J'ai travaillé avec John Huston dans The Man Who Would Be King, l'homme qui voulait être roi. Et il faisait le casting à l'hôtel Mamounia. Et les acteurs passaient pendant 2-3 minutes. Et l'arbitre dormait et restait 9 minutes en train de jouer en arabe avec lui. Et quand il a terminé, il lui a dit « Unfortunately ». Alors je lui ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « S'il parlait l'anglais, ce serait un très grand acteur international. » Donc nous avons des comédiens, nous avons... Maintenant, ce que nous vivons, c'est la déformation à partir de la télévision. Et même si nous avons 7 millions de spectateurs pour une série, pour un téléfilm, malheureusement, moi je vous parle de mon expérience actuellement, je veux tourner le mois de février-mars, on me dit non, c'est exclu. On prépare les séries pour le Ramadan. Aussi bien les techniciens que les comédiens. Avant de prendre un acteur dans un film, au début des années 2000, on m'a déconseillé de le prendre. C'est un grand comédien. On m'a dit, non, c'est pas ce qu'il est, c'est plus tard. Et on m'a déconseillé parce qu'il est terrible, il est arrogant, il ne respectait pas le réalisateur.
et je l'ai pris quand même. Et je me suis rendu compte que ce monsieur ne demandait que l'exactitude, la ponctualité. Il me dit, quand je travaille avec un réalisateur qui m'amène sur le plateau à 9h, il ne tourne qu'à 3h, je n'ai plus de respect pour ce réalisateur. Donc, bon, là j'interviens en premier, des choses qui viennent comme ça, mais il y a aussi la production au Maroc. Heureusement qu'il y a ce fonds d'aide, autrement il n'y aurait pas de... Bien sûr, tout à fait. On n'est pas encore arrivé à avoir une école, disons. Quand on voit un film, on sait qu'il est marocain. Et ça, il y a une diversité, il y a, et je le dis, une liberté d'expression, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas totale. Parce que quand on est devant une commission du fonds d'aide et qu'ils lisent votre scénario, qui vous disent mais pourquoi vous faites passer votre acteur par un bar? Faites-le passer par autre chose, pas un café normal. Donc il y a, évidemment, nous n'avons pas cette autocensure avec deux gendarmes qui nous disent attention, il ne faut pas. Mais ça risque, des fois, d'écrire des choses en fonction de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on peut exprimer. Mais ça reste quand même une liberté d'expression à tous les niveaux et tous les sujets. Merci. Ahmed Sassi fait partie des réalisateurs, producteurs, qui ont beaucoup de respect pour le comédien. Et ça, c'est important. C'est pas pour dire, c'est pas parce qu'on a travaillé ensemble, mais franchement, et ça se ressent dans son travail, ça se ressent dans sa façon de parler de l'acteur, et ça, c'est quelque chose malheureusement qui nous manque au Maroc. Parce que, je ne sais pas, il y a des fois des frustrations personnelles, il y a de la jalousie, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais en général, les réalisateurs marocains se mettent eux en avant. Ils n'aiment pas un acteur qui leur fasse de l'ombre. Il faut dire les choses, clairement. Voilà. Là, je peux témoigner aussi des premières relations d'apprentis réalisateurs qui se retrouvent en face d'acteurs. Je veux dire, c'est très intéressant de voir ça, parce que nous, on le vit avec les étudiants. Et en fait, c'est deux personnes, mais terrorisées l'un par l'autre. Vraiment. Alors que l'acteur, et c'est ce que je dis moi souvent aux apprentis réalisateurs, l'acteur a 10 fois plus, 20 fois plus peur que lui, parce que ce qui est en jeu pour lui d'être là, sous le projecteur, est bien plus risqué. Et par exemple, la relation avec les acteurs et la production, c'est une relation d'économie, même pour les réalisateurs. Je veux dire, il y a des troisièmes, il y a des intermédiaires. Pas seulement casting, mais un agent, ou pour les réalisateurs, un avocat pour les contrats. Je veux dire, il y a une négociation d'économie d'argent. Ça, c'est quelque chose à part. Mais la relation avec le réalisateur et l'acteur doit être quelque chose de direct, pas d'intermédiaire. Et c'est une relation très intime. D'ailleurs, comme on l'a dit, c'est un travail collectif. Il y a plusieurs rôles, le chef opérateur, le comédien, mais avec le réalisateur qui doivent être en relation de trust, confiance, bien sûr, mais totale confiance, parce qu'en fait, on sert le projet. Il faut servir le projet. Et l'acteur, puisqu'on est là, on parle des acteurs, il donne, en tant que réalisatrice, un acteur professionnel ou non professionnel, cette relation de confiance, parce que l'acteur donne son corps, il donne son âme, il donne lui-même. Parce que, en fait, on a discuté la formation, quelque chose qui est très importante, mais il y a quand même une grande différence entre théâtre et cinéma, très grande. Parce que beaucoup d'acteurs de formation de théâtre ne marchent pas dans le cinéma. Bon, ça c'est une autre discussion. Mais de donner tout, l'acteur donne tout. Pas comme les autres, pas comme nous, je veux dire, peut-être le réalisateur aussi. Pas les techniciens. Ils donnent tout dans le travail, après ils continuent, mais c'est l'acteur dans l'image. Alors, le non-acteur, pour moi, je trouve mon expérience, quelqu'un qui n'est pas un professionnel ou quelqu'un qui est un professionnel, c'est un peu la même chose parce que tu demandes que la personne se confie, pas seulement à toi comme réalisatrice ou réalisateur, mais à l'image. Moi, quand je cherche des acteurs, professionnels ou non,
j'essaie de vraiment voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. C'est difficile, parce que c'est quelque chose d'ineffable, comment on dit ça, ineffable. Et c'est ça que je cherche, parce que pour le cinéma, je parle du cinéma capte l'ineffable. Alors tu demandes beaucoup de quelqu'un. Par exemple, même dans un documentaire, c'est la même chose. Tu es là et tu apparais. Et la caméra peut-être peut capter quelque chose en toi. Alors, c'est pour ça que la relation entre acteur et réalisateur est très importante, parce que, voilà, c'est quelque chose de confiance, parce que c'est très risqué. Pas seulement que le film marche ou ne marche pas, c'est risqué pour les deux. Pour le réalisateur, mais aussi pour l'acteur, parce que tu te mets là. Et c'est là d'ailleurs où le directeur de casting a un rôle, souvent. Absolument. Parce que la distance, le temps, l'argent, tellement de choses. Et il y a vraiment des acteurs, Mouna, je suis sûre que je peux l'appeler, non, je t'appelle, pour un film qui est un film intéressant, artistique, dans lequel elle a une valeur, mais elle peut aussi accepter d'être une autre valeur pour aller sur le projet, parce que je vais lui installer cette relation de confiance dont tu parles. Et on est là, les castings, on connaît un peu le craft des acteurs et on sait si on peut les emmener là ou là et on peut les accompagner. Si on avait une expérience, Si je viens chez Juliette, si je dis j'ai besoin, d'abord il faut expliquer voilà le personnage, mais je cherche quelqu'un, c'est pas dans des adjectifs, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, quelqu'un qui est peut-être comme ça, qui est, tu vois, c'est un... C'est là où l'acteur de casting peut être aussi comme un agent, mais il peut amener un pont entre le réalisateur et l'acteur. Oui, parce que le réalisateur, et c'est vrai qu'avant, c'était les premiers assistants qui faisaient le casting, ce qui était normal. Parce qu'en fait, un réalisateur sait quand même ce qu'il a envie. Est-ce que le fait de vouloir, de désirer être acteur, suffit pour aller justement se former, avoir une formation et le devenir? C'est ma grande question, parce que je reçois souvent des demandes, moi, en tant qu'actrice avec une expérience et confirmée. Il y a des gens qui m'abordent tout simplement en me disant « Ah ben j'ai envie d'être acteur, j'ai envie d'être actrice ». Est-ce que tout le monde a cette possibilité? Voilà, c'est ma question pour Daniel et aussi pour Juliette, parce que vous êtes concernés. Vous savez, moi j'ai toujours peur d'être un peu dogmatique dans la définition des choses. Parfois, on a, je ne sais pas qui c'est qui disait, définir si s'avouer vaincu. Oui, en théorie, oui, tout le monde peut devenir acteur. Il n'y a pas de limite. Maintenant, quelle énergie, quel travail, parce que c'est énormément de travail. C'est énormément mais dire que c'est du travail, ça n'enlève en rien la notion, encore une fois, du rêve, du don, de est-ce que j'ai... Est-ce suffisant? C'est ça la question. Est-ce que c'est suffisant de travailler pour devenir acteur? C'est ça la vraie question. Là, on touche deux domaines. Il faut du talent et il faut du travail. Des gens avec beaucoup de talent sans travail, j'en ai pas beaucoup vu. J'ai vu des gens que rien qu'avec du travail et pas beaucoup de talent ont réussi. Donc, il y a définitivement chez les femmes, j'ai été très très surprise de voir un nombre d'actrices ou prétendantes actrices et après 30 ans, 70% disparaissent. Parce que c'est vraiment une vocation, c'est de l'ordre de rentrer dans les ordres, il y a quelque chose de religieux. Il y a quand même, c'est le sacré jouer. C'est d'ordre du sacré quand même. C'est donné à tout le monde, non. Voilà. C'est de l'ordre du sacré quand même, bien sûr. Pour les jeunes, ah oui, qui veulent devenir, absolument. C'est important. Oui, non, c'est de l'ordre du sacré, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice d'être acteur. Oui, mais moi j'ai vu beaucoup de gens avec du talent, penser que leur talent leur suffisait, et d'arriver de nulle part, ou arriver à faire un film et disparaître après. J'ai vu des gens avec beaucoup moins de talent, mais plus de volonté, de foi dans ce qu'ils voulaient faire, dépasser ces gens qui ont du talent. Donc il ne faut pas les moi, j'ai un enfant de 14 ans qui veut devenir comédien. Et je vois son talent, vraiment. Pas parce que c'est mon fils et qu'il est beau et qu'il est intelligent et tout, mais un peu quand même. Mais je vois sa ténacité, sa volonté d'apprendre, c'est-à-dire qu'il fait des recherches,
il lit des pièces de théâtre, des scénarios, il fait de la musique, il fait de la danse, vraiment, vraiment, vraiment dédié à ce métier-là. Et moi, en tant que mère, mais aussi du métier, j'ai peur pour lui. Parce que je me dis, il y a un moment aussi, ça ne dépend pas que du talent ou de ton travail, de ta technique, de la chance, mais est-ce qu'on est trop grande, est-ce qu'on est trop petite, est-ce qu'on est trop moche, est-ce qu'on est trop belle? Ce rejet qu'on prend personnellement, c'est-à-dire que quand on se présente, même quand on nous appelle par exemple pour un casting et que le réalisateur est intéressé, il se dit non, je ne vois pas ce personnage. Nous, parce qu'on est sensible, parce que c'est un métier qu'on fait par amour, c'est un métier, comme on dit, sacré, et on est vulnérable, et on se dit, on n'est pas aimé. Donc pour moi, pour mon fils, j'ai peur. Je me dis, mais comment est-ce qu'il va prendre ce rejet? Oui, mais moi je voudrais Ou est-ce qu'il va vite dépasser cette chose? Je voudrais te rappeler le lauréat, qui est un film qui a eu un énorme succès et qui a été écrit, le rôle avait été écrit pour un joueur de football américain. Il fallait que le gars séduise cette femme par sa virilité, par tout ça. Et M. Dustin Hoffman a tellement cru au personnage, il est arrivé à convaincre et les producteurs et le metteur en scène qu'il serait le personnage. Il a apporté des Oscars non seulement à lui, mais à tout le film. Moi je dis oui, mais il faut croire aux exceptions. Moi, c'est vrai, il faut croire aux exceptions, je suis d'accord, mais c'est un métier très très difficile. Si on choisit ce métier, on choisit c'est par conviction, par le cœur, parce qu'on aime ce qu'on fait, tout simplement. Parce que choisir ce métier pour se pavaner, parce qu'on est à la télé, les gens vont, je vais me photographier avec les gens dans la rue, non, ça marchera jamais. C'est forcément. Voilà, c'est avec le cœur qu'on fait ça, et avec, comme j'ai dit, avec conviction. Et ce qu'on fait, c'est, moi personnellement, c'est mon oxygène ce que je fais, c'est voilà. Je suis d'accord avec toi, Melek. D'ailleurs, je pose toujours la question aux gens qui me disent on veut être acteur ou actrice. Je dis pourquoi? Quelle est justement votre motivation? Une petite réponse à Madame Mona Fetou, mon amie avec laquelle on a travaillé beaucoup de fois. Le directeur du CCM vous a dit que les acteurs ne sont pas demandeurs d'être un interlocuteur au sein du CCM. Nous avons au moins 3 syndicats d'acteurs au Maroc. C'est le métier où il y a beaucoup de syndicats. Je me demande pourquoi ils ne se font pas présenter au CCM. J'ai toujours mis l'accent sur la culture. S'il n'y a pas de culture, si les gens ne lisent pas, si les réalisateurs ne lisent pas, où est-ce qu'ils vont trouver la création s'ils ne lisent pas? Moi, je me demande un acteur qui ne connaît pas Molière, qui ne connaît pas Tahsin, qui ne connaît personne. Je me demande comment il va. Comment il va créer, et un réalisateur. Hein? Et donc voilà, je suis heureux encore une fois d'être parmi vous. Merci. J'ai en mémoire un slogan aux États-Unis qui peut s'appliquer à l'audiovisuel, qui est un prénom arabe, Aïda. Alors ça commence par l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. Donc je pense que ces 4 lettres pourraient s'appliquer aussi à quelqu'un qui a l'intention de devenir acteur ou réalisateur ou technicien, etc. C'est d'abord cette attention de le faire. Il y a donc l'intérêt, et à ce moment-là, tout le reste se suit. Et c'est possible que des gens qui s'intéressent à ce métier puissent le faire. Je voulais parler d'autre chose, c'est le rapport de l'acteur entre l'argentique et le numérique. C'est très important. J'ai tourné le premier film numérique, j'en ai assez de dire je, mais ça permet d'avoir cette idée. Donc ce film, j'ai décidé de tourner en numérique en ayant fait toutes des essais, etc. C'était concluant. Et le premier jour de tournage, avec des acteurs reconnus, j'ai remarqué qu'ils avaient une attitude comme s'ils étaient devant la télévision. Alors il fallait absolument des séances avec ces acteurs pour pouvoir leur expliquer, même si c'est une caméra télévision, on est en train de faire du cinéma. Et ça, c'est vraiment le rapport qu'il peut y avoir entre une petite caméra et une grande caméra. Et ça, c'est aussi un rapport très important, entrant dans l'esprit de la technique
entre l'acteur et le réalisateur. Merci. Par exemple, il y a des techniques actorales sur scène, de théâtre, qui s'étalent de le kabuki de Japon jusqu'à toutes les techniques de la sud d'Asie, notamment l'opéra cambodgien, l'opéra vietnamien aussi, enfin tout le sud-est de l'Asie, et aussi les techniques quasiment théâtrales, mais dans le cinéma de Bollywood. Et parfois, on a des expériences qui sont hollywoodiennes et qui n'ont pas besoin de cette façon qu'on s'est implanté dans la tête d'Actar Studio, qu'on a une certaine façon de faire le cinéma ou une certaine façon de acter pour le cinéma ou de acter pour la télévision. C'est même si on, par exemple, le film L'artiste. Ça va être filmé et monté totalement différemment. C'est ça, le directeur de casting. Je parle de la. Oui. C'est ça, responsabilité de mettre des acteurs qui peuvent faire des choses et certaines. Non, je voulais juste. C'est pour rejoindre ça. Il faut définir déjà les terrains et les joueurs après. Une chose, enfin, il y a des films qui peuvent, par exemple, L'artiste, c'est une technique théâtrale. Justement, mais sur le plan théorique, sur le plan philosophique, ça existe. Ça, c'est une nuance. Autre chose, moi, depuis la fin des années 80, j'ai côtoyé le théâtre marocain, j'ai travaillé dans le théâtre marocain. Et par rapport que le syndicat, c'était eux les premiers des acteurs qu'ils ont instigé tout après les réalisateurs, c'est eux qui ont instigé toute cette mouvance de droits. Mais notre problème, ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas les propositions. En fait, c'est un peu les propositions, mais la façon avec laquelle on voit toute proposition, on l'a toujours vu, surtout nous, les professionnels de l'audiovisuel au Maroc, et s'établit aussi sur tout le domaine culturel, et c'est ce qui s'est passé dans les années 80 en France. Le temps qu'on a mis l'aide et la subvention, ça a déséquilibré beaucoup de paramètres. Et notre approche, nous les professionnels, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient producteurs, c'était basé surtout trouver du travail. Et non pas élargir le champ de travail. Ton marché, il est déjà handicapé, fondamentalement handicapé. Même, on pouvait pas, on avait quelques salles, par exemple, on ne peut pas faire une télévision à abonnement maintenant. Combien de personnes qui sont abonnées sur Netflix, ça veut dire qu'on n'a pas un marché. Tout l'argent vient, la majorité de l'argent, enfin le pourcentage le plus grand vient des institutions, des subventions, qu'elles soient européennes, qu'elles soient marocaines, qu'elles soient... Cette vision qu'on doit changer. Il y a des acteurs qui travaillent au Maroc, il y a beaucoup à dire, qui travaillent au Maroc juste parce qu'ils peuvent te ramener une autorisation. C'est l'agence Wujo, donc vous pouvez aller sur internet et voir, il y a un site qui est très bien fait, qui est Wujo. Visage. Visage, profil, visage, voilà. Et donc on a trouvé un compromis, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de commission sur nos cachets, mais on paye une espèce de cotisation annuelle pour être sur le site, pour que notre profil soit actualisé et que pour qu'ils défendent nos profils. Donc ils ne sont pas vraiment agents, ils ne vont pas négocier le contrat à notre place, mais ils vont nous donner des conseils derrière, en aparté, c'est-à-dire de l'accompagnement. Ils vont nous conseiller plutôt de travailler sur ce projet que sur un autre. Les problèmes de cachet aussi, on va aussi nous donner des tuyaux. Cette production a plus de moyens que celle-là, c'est une coproduction, donc vous pouvez un petit peu négocier un peu plus. Il y a d'autres films qui n'ont pas de moyens, mais vous pouvez le faire, ça sera très bien pour votre carrière, le film va voyager. Donc je pense que c'est faisable aussi ici aussi au Maroc, ça s'est fait en Algérie. Je vous ai dit, il y a un an, moi j'y croyais pas une seconde, mais c'est peut-être aussi un profil comme celui de Fouad et de Sarah qui manque, et je suis sûr que ça marchera ici aussi. Voilà, merci. Dans cette vie, on est tous des acteurs et des actrices. Qu'on le veuille ou non,
On a tous un rôle à jouer dans cette vie. Seulement, il n'y a pas de caméra. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des caméras partout. Hein. Pour la direction de Castine, j'estime que ça doit être un métier avec des prérequis et une formation. J'estime que ça ne doit pas être donné à tout le monde et à n'importe qui. Alors, je demande à M. Vincent Billy, directeur de l'ESA, s'il ne pense pas à intégrer ce métier dans les formations de l'école. Excellent. Excellent. Une autre petite pensée consiste à la formation et à la nécessité de la formation pour les acteurs. Je crois qu'il y a une certaine unanimité quant à cette formation et à sa nécessité, mais je me demande toujours comment des chefs-d'œuvre ont pu réussir sans qu'il y ait des acteurs qui ont eu une formation. J'ai eu une pensée au grand réalisateur qui nous a quittés, qui est M. Abbas Kiarostami, l'Iranien, qui se basait tout le temps sur des acteurs comme moi, comme vous, comme tout le monde. Et je pense aussi à Emir Kusturica et à ses grands chefs-d'œuvre. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Karim, je suis L'Oréal Elisada, danseur et acteur. En fait, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est que je connais beaucoup de L'Oréal Elisada qui viennent de commencer et qui tentent leur chance, je dis bien tenter leur chance, et finalement ils se refusent tout le temps. Donc je pose toujours la question, c'est est-ce que c'est une question de hasard ou une question de chance, ou c'est une question d'être le neveu ou la nourrice d'un réalisateur, ou tout simplement avoir les 500K ou 1 million de followers sur Instagram. Donc voilà, c'est ma question. Il y a quelque chose qui est local et qui est national et qui est marocain. J'entends que tu as un excellent français, j'imagine que tu parles anglais, tu danses. Donc je pense qu'il y a aussi des plateformes qui existent. Et aussi, pourquoi vous ne montreriez pas, ici au Maroc, comme a été fait en France, cette association 1000 visages, qui est une association extraordinaire qui a monté la sœur de la réalisatrice de Divise, Mia Benami, qui sont aussi une association dans laquelle vous, tous acteurs, vous vous joignez, genre les anciens, moi je ne sais pas s'il y a une plateforme, des élèves de l'ESA, où on peut trouver leurs photos et des vidéos. Il n'y a plus rien qui se passe malheureusement. Autrement, il faut que vous fassiez des présentations dans lesquelles vous ne dansez pas du théâtre filmé, mais mettez-vous en scène. Et il y a des plateformes en France, en Angleterre, le spectacle. Il faut se bouger. Et après, il y a les problèmes locaux, absolument, que je comprends. Vas-y. Je pourrais parler un peu du local. D'abord, il faut savoir que c'est pas quand on sort de l'ISADA qu'on trouve systématiquement tout le monde comme ça. Je pense qu'il faut vous y attendre. Oui, voilà. Il faut insister, il faut être persévérant, il faut vraiment le vouloir, il faut se développer, il faut avoir du réseautage, ça existe partout dans le monde. Et voilà, il y a aussi la chance, le hasard qui joue un petit peu. Mais il faut rester fixé sur son objectif. Il ne faut jamais perdre son objectif de vue. Si on veut, on y arrive. Il faut continuer à se former. Maintenant, moi, mon expérience personnelle, je vais vous dire, j'ai fait... mon premier livre, c'était Un amour à Casablanca. J'ai eu le prix d'interprétation à un premier prix. Je me disais que ça y est, ma carrière allait démarrer. Et bien après cela, je n'ai pas travaillé pendant 3 ans. Donc au Maroc, il n'y a vraiment pas de règles. Franchement. Pas seulement, pas seulement. Moins de 3 ans. Oui, entre Un amour à Casablanca et À la recherche du mari de ma femme, à peu près 3 ans. Donc, il faut dire que c'est vrai que j'étais aussi exigeante parce que j'avais commencé par un grand rôle avec un prix, etc. Je ne pouvais pas me permettre de baisser le niveau. C'est une chance ou malchance, je ne sais pas. Mais juste pour vous dire qu'il faut y croire. Il faut continuer à y croire, il faut se battre. Vous avez quand même fait une formation, vous n'êtes pas de nulle part, donc il faut y croire. Quand on aime, on ne compte pas, tout simplement. Parce que il ne faut jamais baisser le bras aussi.
Tu crois que, par exemple, ma modeste expérience, tu crois que moi j'ai galéré, j'ai souffert pour arriver. Mais quand je dis quand on aime, on est là, on est persévérant et on trace notre chemin. Il ne faut jamais baisser le bras. J'ai fait 1000 castings pour y arriver. Mais moi je dis, je pars du principe, il faut aller doucement, mais sûrement, tout simplement. J'avais des acteurs qui partaient faire des films avec des grands réalisateurs et qui revenaient pour faire un Tennessee Williams pour tout d'un coup retrouver leur métier d'acteur. Depuis que je suis rentrée au Maroc, on me donne des cartes de visite acteur. Et je dis, mais tu veux pas continuer à travailler un petit peu? Voilà, il y a un studio général. Et puis, ah non, moi je sais, je suis acteur, j'ai fait. Alors, désolé, mais vas-y, continuez. Continuez. Ça nous manque à Casablanca, parce qu'on n'a pas justement de studio pour continuer à travailler. Moi, c'est mon rêve, c'est de pouvoir, justement, quand je ne tourne pas, que je puisse me recycler à chaque fois. Mais à Casablanca, ça me manque. Tu nous manques, Daniel. Eh bien, on veut que tu viennes avec nous. Pour les acteurs venez à Marrakech. En fait, c'est la bonne Tu trouves mal que là. S'il y avait un népotisme en matière de création, que ce soit cinématographique ou je ne sais quoi, le népotisme n'est pas de mise. Si le népotisme était de mise, on n'aura pas des sages comme ça, comme Mohamed Abdelrahman Tazi. On n'aura pas des Mounafto. Et pour notre ami de Jazair al-Habiba, on n'aura jamais eu Mohamed al-Hamina. Vous avez le mérite en Algérie d'avoir la Palme d'Or en 1979 quand même. Je crois que ce qu'il nous faut, ce que nous faisons en matière de cinéma, c'est qu'on veut faire un cinéma comme les autres. Non. On n'a pas pris une ligne de... Je crois que le premier film que j'ai visionné, et le débat a été suivi à la fin, lorsque Ali Hazan faisait les Aflam avec Nourdin Saïl, c'était Oujma de ses Bnani. Quand j'ai vu ce film, j'ai dit on a des potentialités énormes dans ce pays, et je l'ai remarqué au débat. À l'époque, j'avais 18 ans. Au débat, il y avait professeur Michel de neurologie à Vicenne. Il y a eu des calibres intéressants. Et j'ai dit, et à l'écran noir, avec Ali Hassan et Nourdin Saïl, les films ont été déchiquetés pour faire arriver à ce que les Marocains dégustent ce que c'est que le cinéma. Mais quand je vais, chaque lundi, je vais à une salle qui fait un tarif réduit, et je suis, une fois j'étais avec une autre personne à visionner un film, alors que c'était un film que l'on doit voir. Il y a un problème. Moi je pose la question, et pourquoi on a établi un barème pour les techniciens et non pas pour les acteurs? Heureusement. Oui, heureusement, mais après j'ai su, j'étais dans une rencontre, et après j'ai su que ce barème pour les techniciens n'était pas fait justement pour les techniciens et pour le cinéma marocain. Il était établi pour les productions étrangères au Maroc. Parce qu'il y avait un problème à un moment donné dans une grande production américaine. Il y avait des problèmes de salaire, et après le problème est arrivé au haut lieu de décision. Et donc, ils ont tout de suite envoyé le message au système, il faut régler ce problème. Parce qu'on a besoin des productions étrangères au Maroc. C'est pour ça qu'il a été fait ce barème, donc il ne faut pas avoir des idées là-dessus. Donc ce qui... mais justement, mais je pense que vraiment, tu as frappé la bonne porte. C'est-à-dire, je pense que l'interlocuteur dans ce sens pour les acteurs, ce n'est pas comment on appelle ça, les maisons de production ou les agents de production, comme Adim Malek tout à l'heure, ce ne sont pas des producteurs au sens vrai qui est connu mondialement. Nous avons un schéma particulier au Maroc, nous avons des structures particulières, donc il faut parler du local, comme je le dis. Donc ces producteurs, ils ont de l'argent de l'État. Finalement, pour faire bref, c'est que l'employeur final de l'acteur, c'est l'État, c'est les chaînes de la télévision, c'est le CCM, via le ministère de la communication, c'est les vrais employeurs de l'acteur.
acteurs et les salariés de la télévision. Ces gens-là, ils postulent pour un marché, c'est parce qu'on est maintenant dans les offres d'appel de marché public, comme pour construire une route ou une école, etc. On donne aussi l'argent pour le cinéma ou la télévision, pour faire des séries, etc., surtout pour le mois de Ramadan. Donc, on a fait des syndicats pour les acteurs au niveau du théâtre et aussi qui sont aussi concernés par la télévision, etc. Mais ces maisons de production, ils font la sourde oreille. Ils ne discutent même pas avec ces syndicats. Ils ne les reconnaissent même pas. Donc, comme l'État a pu imposer le barème des techniciens sur les maisons de production, et tout le monde respecte, plus ou moins, il n'est pas très respecté, je sais, surtout dans la production marocaine, mais dans les productions étrangères, elle est très respectée et les gens travaillent dans des conditions vraiment confortables, surtout les techniciens. Et on n'a pas fait aussi un barème pour les acteurs qui travaillent dans les productions étrangères. Il y en a beaucoup qui travaillent, mais en tout cas, ils travaillent dans des bonnes conditions, ça on le sait. Donc, voilà, c'est que pour faire aussi l'agence de casting, comme on dit, ou qu'un agent représente un acteur, c'est à la télévision, le ministère de Communication chargé de la SORIAD, donc la société de la radio et de la télévision, le CCM, c'est eux qui doivent décider pour les acteurs et pour leurs conditions de travail, parce que moi j'aime ces discussions sur la formation, l'acteur studio, Stanislavski, j'aime Elfner aussi, c'est tout ça. Mais si on n'a pas des bonnes conditions, si on n'a pas des lois et législatives qui font que dont on parle soit un métier, parce qu'on n'a pas encore de métier. On a les syndicats, mais on n'a pas de métier. Une petite remarque par rapport à vos lauréats. Pour moi, ils sont toujours affectés là où il ne faut pas. Un exemple. Je vois par exemple presque sur Marrakech tous les lauréats de l'ISADAC. Ils travaillent à la délégation de la culture. Sinon, ils travaillent sur des sites historiques. Quand on est derrière un guichet, on n'est pas acteur. Mais je le dis en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette question. Il y a autant de cas, autant de profils, autant de parcours que chacun choisit choisit ou pas. Ou le choix parfois s'impose parce qu'il faut vivre, parce que, comme on a dit, il faut fonder une famille. Donc c'est très difficile de répondre de manière précise à cette question qui touche en fait l'insertion professionnelle. Je profite de l'occasion pour dire ce que je n'ai pas réussi à dire. C'est par rapport à, encore une fois, l'insertion professionnelle des jeunes. Moi, je pense à deux choses. La première, ça a été déjà dit, c'est création de bases de données. La deuxième chose, c'est préparer les étudiants et penser à programmer d'un point de vue pédagogique une notion que j'ai vue et qui manque cruellement au sein de l'ISADAC, c'est la notion de projet professionnel. C'est-à-dire, lorsque un lauréat rentre à l'ISADAC, d'abord, il ne sait pas, il n'est pas sûr à 100% du choix de la filière. Il y a des étudiants qui confondent scénographie avec écriture de scénario. Il y a des étudiants qui ne savent pas ce que c'est que l'animation culturelle. Donc notre devoir, aussi bien l'administration que l'équipe pédagogique, c'est de les aider à choisir leur voie, c'est-à-dire les réorienter. Les étudiants qui viennent à l'ISADAC viennent d'un contexte dans lequel l'éducation nationale souffre de pas mal de mots, donc il faut le dire. Donc notre travail, c'est de les aider à s'orienter. Et notre travail aussi, c'est de les aider à construire un projet professionnel. Parce que sans projet professionnel, ben, on va attendre. On va rester dans la situation d'attente parce que quelqu'un nous appelle.
c'est bien d'avoir des projets de sourire sur le café-théâtre, c'est bien d'avoir des pages web, c'est bien de publier des vidéos, mais si moi, en tant que créateur, en tant que scénographe, en tant qu'animateur culturel, je n'ai pas une vision, qu'est-ce que je veux réellement faire? Je ne perds pas de temps, parce que la concurrence devient de plus en plus sauvage, et on n'a pas, il faut le dire, on n'a pas, les métiers ne sont pas structurés. Je faisais partie d'une école théâtre. Et tous les 3 mois, on montait une pièce et on avait des réalisateurs, des agents, des journalistes qui venaient, qui critiquaient, en fait, les journalistes critiquaient. Et ça serait intéressant de faire ça, parce que c'est comme ça, au moins, que les réalisateurs verront les futurs comédiens. Oui, parce qu'on parle et un partage. On parle beaucoup des acteurs, mais on parlait des metteurs en scène, et c'est vrai qu'il y a du travail et une rigueur, et il faut aussi que les metteurs en scène, comme tu disais, Mouna, il faut qu'eux aussi, ils se forment et ils travaillent, qu'ils aillent voir des gens jouer. C'est leur devoir. C'est leur devoir d'être informés. C'est là où c'est un art collectif, même si à l'image, à la fin, il n'y a que Malek. Et honnêtement, il y a très peu de réalisateurs au Maroc qui le font. Je sais qu'il y en a qui le font, mais très peu. C'est une paresse. Mais il y a différents types de réalisateurs. C'est un manque de communication de la part de l'école et de la part des gens qui montent des pièces de théâtre. Par exemple, il y a beaucoup de pièces de théâtre, notamment à Casablanca, peut-être pas autant à Rabat. Il y a beaucoup de pièces de théâtre qui tournent, il y a beaucoup de... il y a des... on cherche l'information. Aujourd'hui, on cherche l'information. Et il y a des réalisateurs qui vont voir, mais très peu, vraiment très peu. Je pourrais les compter sur... Mais il faut commencer avec ce qu'on a, donc les SAV, les ADAC et Daniel Suissa. Peut-être qu'il y a quelque chose il y a peut-être un embryon d'association. Alors si tu permets, Vincent, donc, les collègues qui sont présents, rapidement, si vous voulez, je vous donne un aperçu sur ma réflexion sur le sujet, à partir de 3 axes. Il faudra situer la question dans une perspective historique, également un point de vue sociologique, et également ce que je peux rappeler une observation médiologique. Ce n'est pas un exposé que je vais faire, mais je vais vous donner des chapitres qui expriment un petit peu ma pensée à ce niveau. Alors, du point de vue de l'histoire, je peux dire, mon hypothèse à ce niveau, qu'on peut lire l'évolution du cinéma marocain à partir de l'évolution du statut de l'acteur. Pendant très longtemps, l'acteur était la structure absente du cinéma marocain. Rappelez-vous ce que l'institution a choisi comme premier film, en 1958, Le Fils maudit de Mohamed Asfour. Il n'y avait pas d'acteur professionnel. C'est quelqu'un qui avait fait de la prison, un boxeur, qui a été choisi pour jouer le premier rôle. Dans la fin des années 60, la première tentative d'un cinéma commercial, on a fait appel à un grand chanteur de l'époque, Abdel Touali, pour vivre. Et puis la décennie 70, que j'appelle la décennie des auteurs, où pratiquement, en dehors d'Abdel Sbahi et sa tentative d'un cinéma commercial, le grand cinéma d'auteur marocain était marqué justement par l'absence d'acteurs, de premier rôle important, ou, si j'ose dire, de héros qui ont impliqué l'absence d'acteurs. Et là, l'acteur emblématique de cette période, c'est Mohamed Habachi. Habachi, que beaucoup de monde connaissent, on lui rend hommage à cette occasion parce qu'il avait porté en partie ce cinéma d'auteur des années 70. Mais le grand saut qualitatif qui va intervenir dans les années 90, ce qu'on a appelé la rencontre du cinéma marocain avec le public, il va se faire, permettez-moi, autour de 3 choses. C'est vraiment la grande rupture dans le cinéma marocain. C'est un cinéma qui va rencontrer son public à partir d'abord d'un scénario de proximité. Le cinéma marocain commence à s'intéresser à des sujets d'actualité, à des sujets de société. La preuve, un amour à Casablanca, on va parler tout à l'heure de l'après-midi, de 14h30 au Colisée. Je fais la promotion pour le film tout à l'heure. Donc un scénario de proximité. Deuxième chose, c'est un cinéma qui passe du plan à la scène. Le cinéma des années 70 était marqué par un travail du plan. Je rappelle qu'un grand cinéaste que nous allons fêter ce soir à 20h30, Moustapha Taqaoui, avait fait un film autour de la déconstruction du cinéma dominant, y compris de la figure de l'acteur. Alors que dans les années 90, donc scénario de proximité, cinéma qui passe du plan à la scène,
et avec l'émergence de la figure de l'acteur. L'émergence de la figure de l'acteur, c'est l'événement important des années 90. Et un petit symbole qui illustre cela, c'est l'affiche de cinéma. Pendant très longtemps, il n'y avait pas d'affiche de cinéma. Et là, dans les années 90, il y avait une très belle affiche d'Un amour à Casablanca, grâce au distributeur Najib Boulkeiran qui va contribuer à cette émergence de ce cinéma grand public, et qui va, pour la première fois, on va avoir des affiches de cinéma avec des visages de comédiens connus, etc. Ça, c'est vraiment la métamorphose, et je rends hommage aux comédiens qui ont porté cette rencontre avec le public marocain et qui ont permis justement au cinéma marocain d'être au box-office, d'être présent au box-office. Désormais, à partir des années 90, c'est le film marocain qui va être en tête du box-office. Tout le film confondu. Un amour à Casablanca, j'aime bien citer cela, a battu L'Exorciste. À la recherche du mari de ma femme, a réalisé un record absolu qui n'est pas encore battu, je rappelle, jusqu'à présent. Un record absolu dans le guichet. Et à la fin des années 90, excusez-moi, je vais dire beaucoup de choses, mais rapidement, on assiste à l'ébauche de l'esquisse de l'émergence du Star System. Malheureusement, ça va être avorté. Ce n'est pas le lieu pour dire pour quelle raison, mais à la fin des années 90, on avait des têtes d'affiche. Les gens viennent au cinéma parce qu'il y avait tel acteur et tel acteur, mais malheureusement, pour une raison, dont ce n'est pas le moment d'en parler, qui, malheureusement, l'émergence de ce Star System. Voilà cette perspective historique. Pour le constat sociologique, pendant longtemps, Casablanca a été le centre de casting pour les acteurs. Ce monopole va sauter en éclat. Et la carte de l'acteur au Maroc va s'élargir. Déjà, avec Un amour à Casablanca, il y a l'éruption des jeunes romantiques sur l'écran. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centres de comédiens. Et j'aime bien citer deux villes, Amazigh, Nador et Agadir, où il y a maintenant beaucoup de jeunes acteurs qui arrivent, etc. Donc, sur le plan sociologique, il y a un élargissement de la carte de recrutement des acteurs. C'est par rapport à l'avance sur recette et le fait qu'on n'a pas intégré, qu'on n'arrive pas toujours à intégrer le syndicat des acteurs au niveau du conseil d'administration du CCM. Mais c'est essentiellement par rapport, je pense, par rapport à l'appartenance du CCM au ministère de communication. Ce qui n'est pas le cas pour les acteurs qui appartiennent historiquement au ministère de la Culture. Bon, actuellement, on est dans le même ministère. C'est l'occasion de demander que les acteurs soient représentés au niveau du conseil d'administration du CCM. Parce que si, ultérieurement, on revient vers un autre ministère de communication, ça va être compliqué. Sauf que la question se posera toujours. Si les acteurs sont présents au niveau du conseil d'administration du CCM, une fois qu'on ne serait plus dans le même ministère, comment on devrait gérer ça? Donc c'est la question qui se pose, est-ce que ce ne serait pas intéressant que le CCM et le ministère de communication et le ministère de culture soient un des ministères, quels que soient les changements gouvernementaux qui pourraient arriver. Aussi par rapport à l'avance sur recettes, en fait je voudrais juste rebondir sur un point qui a été discuté par monsieur tout à l'heure. En fait, je pense que le fonds cinématographique actuellement n'est pas comme les autres fonds de marché public. C'est vrai que ça sort comme un marché public, donc on peut le comptabiliser au niveau dans le government investment pour calculer le PIB, mais on n'est pas vraiment dans cette structure d'avance de marché, d'appel à projet. C'est une avance sur recette comme elle a été présentée tout à l'heure par M. Ahmed Fazi, et où on est partenaire. C'est aussi discutable parce que même au niveau de la télévision, il faudrait qu'il y ait un retour sur l'investissement par rapport d'abord en sponsoring, en publicité. Donc c'est vraiment discutable par rapport. C'est pas un marché sans retour de fonds. Il faut qu'il y ait un retour de fonds, normalement. D'où l'intérêt de ma question vers Madame Danielle Suizan. Et j'imagine que ça va aussi intéresser les lauréats de l'ISADAC. Maintenant, un lauréat de l'ISADAC. Comme tout à l'heure, on a dit que la valeur d'un acteur dépend du box-office. Ce qui est très compliqué actuellement en Maroc, mais je pense que vous aurez la réponse pour ceci.
Comment un acteur, un lauréat de l'ISADAC, dans 10 ans, pourrait intégrer, quelle stratégie devrait-il avoir, quel marché prendre ou refuser, devrait-il commencer par la télévision ou le cinéma ou autre, qu'est-ce qu'il doit faire pour que dans 10 ans, il puisse avoir une valeur au marché, qu'il soit une star? Je ne sais pas, moi j'entends toujours, d'abord les histoires de gouvernement, ça me fatigue. Quand je suis arrivée au Canada, c'était la même chose, l'industrie commençait, je suis arrivée en 70, ils venaient juste de créer leur fonds, il n'y avait pas de maison de production, il n'y avait rien du tout. Mais, et je dis ça à toutes les associations de producteurs depuis que je suis au Maroc, ce sont les producteurs qui ont créé les événements et non pas le centre du cinéma. On a éduqué nos ministres, on a éduqué le centre du cinéma. On les emmenait sur les plateaux, on leur disait voilà comment c'est. On invitait le ministre des Finances et on lui disait voilà, pour chaque centime qu'on va dépenser au cinéma, le pays va avoir tant de dollars. Et on a continué perpétuellement à éduquer nos ministres, notre gouvernement, les grandes associations. On n'a pas attendu qu'eux viennent nous chercher, parce qu'on pourra attendre tout le temps. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Donc moi, je pense vraiment que la proaction, c'est la solution. Et dans un pays comme le nôtre, où il y a tant à faire encore, si on attend tous que quelque chose se passe, ça n'arrivera pas. Il faut le créer. Il faut le créer, malheureusement, il faut avoir le courage de le créer. C'est tout ce que je peux vous dire. Quant au CCM et au ministère et tout ça, moi je crois que c'est pas les ministères qui m'intéressent, c'est les individus à l'intérieur du ministère. C'est pas dans les maisons de post-production, à l'époque, on m'invitait partout parce que j'avais une maison de production qui produisait beaucoup. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle machine qui rentrait, on venait me présenter la nouvelle machine et je disais, mais la machine, je m'en fous, qui est derrière la machine? Et là, les ministères, c'est pareil, c'est qui va être le prochain ministre? J'ai subi pendant 1 an et demi à Rabat les bêtises d'un ministère et de ce qu'ils sont en train de faire à l'ISMAC, de ce qu'ils ont fait à l'ISMAC. J'en suis très très triste parce qu'il y avait des jeunes pleins de valeurs. Il y avait une vingtaine de jeunes tellement merveilleux qui ne savent pas encore s'ils vont avoir leur diplôme ou pas. Donc voilà, il faut... Je ne sais pas comment vous répondre autrement que par le fait roll up our sleeves and go. Nous, on voit le marché à partir d'ici. C'est-à-dire, nous, on auditionne pour des films étrangers, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Quelle est votre demande, en fait, et quels sont les obstacles par lesquels quels sont les obstacles qui se présentent à vous. Et puis, il y a le marché marocain, effectivement. Moi, je suis ravie d'apprendre qu'il y a une base de données qui a été créée, une agence, en fait, qui a été créée en Algérie, et que ça commence à fonctionner. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt, finalement, une sorte de centralisation des bases de données d'acteurs et qu'on essaie un peu moins d'intervenir dans la relation production-acteur, c'est ce que je comprends, en fait. Donc, voilà, j'ai deux questions. Évidemment, les productions, elles préfèrent trouver tout le monde au Maroc, parce que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus pratique et aussi beaucoup plus authentique. Mais quand tout d'un coup, moi j'ai une production française qui fait un projet international qui va tourner les extérieurs à Abu Dhabi et les intérieurs au Maroc, je leur dis non, c'est pas les mêmes Arabes, c'est pas le même accent. Donc ça, personne comprend très bien. Donc là, on revient dans un autre discours dont on a parlé tout à l'heure, sur les accents selon les pays, etc. Non, c'est-à-dire que souvent, on est contraint, ou pour des raisons artistiques ou pour des raisons financières, de caster sur le Maroc. Et on a affaire à des gens où on se rend compte qu'ils ne connaissent rien au casting, qui vont juste appeler les gens avec qui la production a l'habitude de travailler. Et ils peuvent être vendeurs de brochettes, comme je ne sais pas quoi. Et c'est pas des acteurs, ou leurs copains, ou leurs cousins, ou leurs neveux. Mais bon, c'est compliqué aussi, en tant que directeur de casting, de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un casting. J'ai même, à un moment, j'ai cherché des jeunes acteurs marocains, mais de 13 ans, 14 ans, 15 ans, pour la production que je faisais. Et c'est complètement par hasard que j'ai réfléchi que Soumaya avait un fils qui devait avoir l'âge du rôle. Et à un moment, j'ai parlé à la casting ici. J'ai oublié la production, enfin je ne l'ai pas oublié, mais je ne vais pas la nommer. Et la casting ici me dit, parce que je cherchais un enfant arabe qui parlait anglais, mais vraiment anglais, pas. Et elle me dit, je dis, mais va à Tanger, il y a une communauté anglo-saxonne très forte, anglais. Ah non, mais à Tanger, c'est espagnol. Je dis, bon, à Tanger, c'est espagnol. Je dis, il y a plein de gens anglais qui habitent Tanger. Et tout d'un coup, je me suis rappelé que Soumaya habitait Tanger, que son fils parlait arabe et anglais, puisque le papa est anglais.
Mais c'est compliqué les connexions. Le casting, c'est fait plein de choses. Et il y a plein de directeurs de casting, comme il y a plein de réalisateurs, comme il y a plein de scénaristes, c'est aussi des... Mais il faut avoir la curiosité, la connaissance, il faut savoir comment procéder. C'est différent de chercher quelqu'un qui est junior, et donc n'a pas besoin d'avoir fait une école, et quelqu'un qui a du métier. Donc voilà, donc maintenant pour revenir, il y a une plateforme anglaise, mais ça coûte de l'argent, qui s'appelle Spotlight, dans lequel, quand on parle plusieurs langues, on peut se mettre. Il y a différentes plateformes. Bon, c'est compliqué, je sais que c'est très compliqué. Mais généralement, les directeurs de casting ici, ils sont missionnés, ça dépend, par le casting étranger généralement. Ou parfois le casting étranger vient ici, comme tu as eu cette casting qui est venue sur Homeland. Oui. Voilà. Donc voilà. Et normalement, ils contactent les prestataires de services, c'est-à-dire la production étrangère contacte un prestataire de services qui lui emploie ou le premier assistant ou un directeur de casting pour trouver les rôles. Mais il y aurait une plateforme simple et qui pourrait peut-être avoir un relais dans différents pays, parce que c'est vrai qu'on cherche quand même des acteurs arabes dans beaucoup de productions étrangères. Je pense que l'industrie est petite, qu'il y a des possibilités d'exister dans votre pays, puisque c'est quand même très important. Voilà, alors est-ce qu'il y a aussi un accès sur le Moyen-Orient que je ne connais pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, on a casté, nous, à Dubaï et à Abu Dhabi, il n'y a carrément pas d'acteurs. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils font plus d'ailleurs de festivals, hein. Ils ont tellement claqué des millions. Oui, non, mais moi, il n'y a même pas, j'avais même pas presque des silhouettes parlantes, c'était difficile de trouver. C'est des Russes, c'est des... Mais ils reprennent cette année. J'ai vécu 9 ans à Dubaï. Mais ils reprennent cette année le festival. Donc qu'est-ce qui se passe? Avant, il y avait énormément, il y avait la télévision syrienne qui n'existe plus, mais qui a amené un certain type d'acteurs, qui faisait un certain type de travail. Qu'est-ce qui se passe avec le cinéma égyptien? Bon voilà, c'est toute une remise en question, mais définitivement, il y aurait une base de données qui pourrait être liée à celle dont vous parlez en Algérie, ou un peu sur Regarder 1000 visages sur Internet. C'est une association française dans laquelle il y a beaucoup, c'est très intéressant ce qui s'y passe aussi pour les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs, mais créer, enfin, ou peut-être à travers là, une espèce de base de données. Alors évidemment, où est-ce que s'arrête le filtre? Dans une base de données. Il faut quand même un professionnel ou une professionnelle, ou ça peut être des relais, de gens qui disent, c'est pas oui il est acteur, il n'est pas acteur, parce qu'être acteur c'est être un humain, c'est pas... Donc, mais il peut être validé comme professionnel. Ça c'est toute la problématique. Et qu'il puisse guider le réalisateur en lui disant, voilà, il y a une base de données, il y a ces comédiens qui sont professionnels. Mais ça c'est le deuxième temps, il faut déjà que la base de données existe, et il faut quelques bonnes photos, et il faut bonjour, mon nom est en arabe, un profil, une silhouette. Généralement on voit très rapidement qui est quelqu'un, mais c'est vrai que pour valider une plateforme, il faut quand même qu'il y ait des gens qui accompagnent cette plateforme. La Tunisie, après la Révolution, on vit une explosion de films. Aujourd'hui, on a été primé grâce à Hand Sample, par exemple, à Gouna, avec des films. Tous les ans, on a des films extraordinaires, chose qui est très positive. Reste que le marché reste assez restreint. Nous, on a le public, mais on n'a pas les salles de cinéma. Donc on produit un film pour qu'à la fin, je ne sais pas qui va les voir. Et donc les retombées, je ne sais pas pourquoi. On claque des millions, par exemple à Dubaï, comme ils ont cité, Dubaï, ils claquent des millions, et ils n'ont pas de production. En Tunisie, on a plein de films qui valent la peine, mais malheureusement, il n'y a pas de salle de cinéma. C'est pas la peine d'avoir une grosse culture et de formation, d'ailleurs, je l'avoue. Je n'ai pas fait de théâtre, je n'ai pas fait de formation, je ne suis pas du tout technique. Et ben, je me suis donnée, tout simplement, avec des petites bases, genre la discipline, être ponctuel. J'ai pas fait de tout ce que vous avez fait, vous, les écoles et tout ça. J'ai fait quelques work, machin, pas grand-chose, mais j'ai une carrière derrière moi de 15 ans. C'est Lazare, c'est pour motiver aussi les jeunes acteurs. Vous êtes très belles, prometteuse, peut taper les portes, essayer, parce que c'est pas une formation. Comme affreuse, comme à l'église, on est chacun... C'est une pâte à modeler, et c'est le réalisateur qui fait pourquoi Hand Sample elle fait un tel résultat avec tel réalisateur, et elle fait un autre en Tunisie. C'est la direction artistique qui change d'un pays à un autre, d'une mentalité à une autre, d'une société à une autre, puis voilà. Et on est juste des êtres humains. C'est bien qu'on veuille voir le cinéma marocain percer à l'international. C'est très bien même. Mais encore...
mais encore faut-il penser que ce n'est pas en reproduisant, pas forcément en reproduisant ce qui se fait ailleurs, qu'on va forcément arriver quelque part. Car au bout du compte, prendre exemple sur son voisin, pourquoi pas? Mais il faut aussi y apporter notre propre patte, notre propre touche. Voilà, donc écoutez, c'était formidable de vous avoir. Je ne savais pas où on allait, on était un petit peu comme ça, il y a encore 24 heures, j'avais le trac, il allait nous lâcher, etc. Mais je suis vraiment content. Vous avez bien assuré. Qu'on a pu. Merci. Je ne connais pas le village, mais